session d'information sur RTI1. Bonsoir mesdames et messieurs, le sommaire de ce journal. Les hommages de l'armée ivoirienne aux 4 soldats ivoiriens morts dans une attaque au nord du Mali, sur la place d'armes générale de corps d'armée Ouattara Toumadaka. Le courage de ces soldats tombés au champ d'honneur a été loué. Avancée technologique, le passage de la numérotation téléphonique à 10 chiffres. La mesure sera appliquée dans 4 jours. Comment se préparent les opérateurs? Le dossier EcoPlus s'intéresse à la question et c'est à suivre dans cette édition. Au Mali, visite d'une délégation du gouvernement hier à Kidal pour accélérer le processus de paix. C'est une première initiative depuis le coup d'État du 18 août 2020. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire rendait hommage hier à ses 4 soldats tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier au Mali. Un moment fort en émotion. La cérémonie s'est tenue sur la place d'armes générale de corps d'armée Ouattara Toumadaka, un grand symbole de l'armée ivoirienne dont témoigne Abou Sanogo. Sergent-chef Doumbia Yakuba, sergent-chef Bakayoko Adama, sergent Guigui Amian Jean-Baptiste et le caporal Bamba Mustapha sont les premières victimes dans un engagement opérationnel. Ils ont payé au prix du sang leur engagement dans une mission de solidarité internationale à Tombouctou au Mali. Soldats de la paix, ils sont tombés au combat, les armes à la main, dans l'accomplissement de leur devoir. Appel aux morts et sonnerie aux morts pour l'ultime hommage de la nation. Caporal-chef Bamba Mustapha. Mort Bamba. Issus de l'armée des terres et des forces spéciales, ces 4 militaires ont reçu les hommages de la nation en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Paul Toumadaka, lieu symbole de l'armée. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va s'incliner devant leur dépouille. Ils ont perdu la vie dans l'attaque perpétrée contre une patrouille des militaires ivoiriens en mission dans le cadre de la MINUSMA, le mercredi 13 janvier dernier. Ce jour-là, une colonne de blindés du bataillon d'infanterie ivoirien engagée au sein de la MINUSMA mène une mission de reconnaissance. Partie de Tombouctou la veille, la colonne doit rallier la localité de Bambara Maoudé, située 120 km plus au sud. 15 km avant cette destination, les blindés sont engagés sur une piste graveleuse. Il est un peu plus de 12h30 lorsqu'une détonation déchire le grand silence du désert en cet après-midi. Le blindé de tête vient de sauter sur un engin explosif improvisé. Puis suivre des rafales d'armes automatiques. Les soldats se déploient et engagent tous leurs moyens. L'affrontement est particulièrement violent face à un ennemi en embuscade et dissimulé dans les aspérités du relief. Au bout de 30 minutes, la riposte s'intensifie et l'adversaire est mis en déroute. Tout de suite après, l'attention se porte sur l'engin blindé atteint. Un mort est retiré des décombres. Il s'agit du caporal Bamba Mustapha des forces spéciales, tireur de l'engin blindé, debout à son poste de tir au moment de l'attaque. Avec lui, 6 blessés sur les 8 autres membres de l'équipage. Ils sont tombés en véritables héros. Héros du jour, votre sang versé restera le ferment de notre motivation. Vous êtes nos premiers morts au combat, en opération extérieure, et nous saurons nous en montrer dignes. Bakayoko Adama, va en paix. Va te reposer. Tu as accompli ton devoir. Ne t'inquiète pas pour tes 2 derniers enfants. Adama, 4 ans, et Madoussou, 6 mois. Nous serons là pour leur indiquer le chemin qui a été le tien. À Madoussou, qui n'aura pas eu le temps de te connaître, nous compterons ton histoire. Doumbia Yakuba, à tes enfants, Ibrahim, 1 an 7 mois, et Ismaël, 4 mois, qui ne comprennent certainement pas tout le remue-ménage de ces derniers jours autour d'eux. Nous leur dirons que leur père était héros. Tu peux t'en aller. Diegui Armand, ton épouse et ton fils sont pour l'heure inconsolables. Inquiets des lendemains, devant le grand vide que tu laisses. Je te promets
qu'ils ne seront pas seuls. Merci pour le service rendu. Il est maintenant l'heure de la pause pour toi. Bamba Mustapha, ta mère est là, la tête relevée, le regard droit, devant tous les honneurs qui te sont faits. Quel digne fils tu es. Même dans la douleur, tu as su lui redonner de la fierté. Et ils ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national et promus au grade supérieur à titre posthume par le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Puis arrive le moment de la séparation, la remise des dépouilles aux familles, ainsi que du drapeau national et des attributs en souvenir des services rendus par les défunts aux armées, à la Côte d'Ivoire et à l'Organisation des Nations Unies. Les esprits meurtris, le corps très abattu, les parents des défunts inconsolables, anéantis par la douleur et le chagrin, ont du mal à dissimuler leur peine. Ils sont réconfortés ici par le président de la République, Alassane Ouattara. Les porteurs, leurs frères d'armes, au nombre de 32, dont 24 pour les cercueils, 4 pour les portraits et 4 pour les coiffures et autres attributs, vont au pas cadencé procéder au retrait des dépouilles. Voilà donc l'ultime hommage de ces 4 soldats morts pour la paix et la sécurisation de la région. L'Assemblée parlementaire francophone tient sa 46e session depuis le 19 janvier dernier. Amadou Soumaoro, président de l'institution, dirigeait dans ce cadre une réunion par visioconférence. Plusieurs mesures ont été prises. Elles portent sur la composition des représentants maliens de l'institution, également le calendrier des activités pour 2021, le compte-rendu d'Abdoulaye Koné. Le secrétaire général sous la présidence d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le bureau de l'institution qui s'est réuni par visioconférence avait plusieurs points à l'ordre du jour. Pendant 4 heures d'horloge, d'importantes mesures ont été prises, à savoir le remplacement des 3 membres de la section malienne suspendus suite à la dissolution du Parlement malien le 19 août 2020 et leur remplacement par des membres de la section Afrique en attendant la prochaine élection législative dans ce pays prévue pour 2022. La composition de l'Assemblée sera ensuite soumise à la plénière pour avis favorable. Aussi faut-il rappeler que lors de cette réunion, le bureau a adopté un nouveau logo et une nouvelle charte graphique de l'APF sur proposition du secrétariat général. En outre, les membres du bureau ont également adopté le rapport d'activité 2020 de l'APF ainsi que le calendrier de ses activités institutionnelles pour l'année 2021. Poursuivant, le bureau a fait le point des activités des réseaux et des commissions permanentes. Cette 46e session de l'APF, qui a débuté depuis le 19 janvier dernier, a été marquée par les réunions des réseaux des femmes et des jeunes. Elle prendra fin avec les plénières qui auront lieu les 28 et 29 janvier prochains. Nous ouvrons à présent le dossier EcoPlus. Ce mardi, il décortique le plan national de numérotation. Le 31 janvier 2021, les numéros mobiles et fixes passeront de 8 à 10 chiffres. Un grand changement qui aura nécessité 12 mois de travaux intenses. Les opérateurs et régulateurs du secteur de la téléphonie ont tout misé pour réussir ce 2e plan national de numérotation. Ce processus technique, Cheikh Koné nous l'explique. C'est le dossier économie de la rédaction. Le voile de la nuit est tombé sur la ville. Les rues de la commune de Marcory sont désertes. Il est minuit passé de quelques minutes ce dimanche. Nous sommes ici en zone 4 au centre technologique d'un des 3 opérateurs de téléphonie mobile. On peut commencer normalement à faire des tests de vente, donc à partir de DVD, de faire des tests aussi sur Mobile Money, CRBT. Est-ce qu'on peut commencer directement les tests? Tout à fait. Ce soir, c'est l'avant-dernier, Dry Round, en temps des simulations, avant le grand basculement dans le processus de numérotation. La tension est vive et perceptible. Techniciens et analystes sont tous devant leur écran et moniteur. Une dernière fois, ils vérifient que le secteur qui leur est attribué est prêt. Ça va bientôt continuer la planète qui est coupée. Oui, on vous envoie un mail. D'accord. Nous sommes aujourd'hui au 6e Dry Round, donc nous le faisons chaque semaine. Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Nous reprenons toute la base de notre abonné, nous essayons de mettre sur un nouveau système et on essaie de simuler justement tout ce qui va se faire comme
appels, SMS et d'autres opérations de type ce qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Et depuis que nous le faisons, à chaque fois nous sentons que nous avons des progrès. Aujourd'hui nous sommes à 99,99% de succès. Voilà plus de 8 mois que les horaires de travail des techniciens de cet opérateur sont bouleversés. Tous les week-ends, entre minuit et 6 heures du matin, des tests de simulation de ce genre se tiennent sur tout le réseau avec une soixantaine de techniciens. Une artillerie lourde qui a nécessité un important investissement. Chaque projet est un nouvel investissement et donc du coup on a investi puisqu'il y a des interrogations, il y a de la capacité à ajouter, il y a aussi normalement des licences aussi à acquérir, il y a aussi des serveurs à mettre à jour. C'est plus d'une centaine de millions de francs CFA que l'entreprise Deloge a investi pour se mettre à niveau et préparer ses abonnés à la migration. Campagne télé, spots publicitaires, affiches, tout y est passé. Aussi bien chez cet opérateur que chez les deux autres du marché. Chez eux, le seul volet communication représente près de 50% du budget global alloué à l'opération de basculement. Oui, des milliards ont été mobilisés. Je n'irai pas vous donner les montants qui sont très variables, mais ce sont des enveloppes très importantes. Je peux vous dire que c'est de l'ordre du milliard que le basculement a coûté pour les opérateurs. Faut-il craindre que ces investissements massifs soient répercutés sur le consommateur final? Ils ont été prévus de longue date par les opérateurs dans la mesure où un basculement on le prévoit à partir du moment où on sent qu'il y aura une saturation. Et rassurez-vous, ça ne fera pas l'objet de tarification supplémentaire pour nos abonnés. Même si les attentes des consommateurs premiers concernés par cette opération sont nombreuses, force est de reconnaître qu'ils placent beaucoup d'espoir dans ce plan. Nous sommes quand même rassurés de ce qu'il ne peut pas avoir de répercussions sur le consommateur final. Parce que je pense que ce basculement n'est pas demandé par le consommateur. Le basculement est gratuit. Il n'y a rien à payer. Nous avons déjà vu un groupe qui se met en place pour dire aux gens non, il faut faire des réglages, il faut payer 500 francs, il faut payer 1000 francs. Il n'y a pas un franc à payer, c'est de l'anarque. La migration de 8 à 10 chiffres n'a pas satisfait que les consommateurs. Plusieurs entrepreneurs dans le développement des solutions numériques y voient un canevas pour faire du business. C'est le cas de cette jeune start-up promotrice d'une solution de migration des numéros des abonnés. Malheureusement, elle a été sommée par l'autorité de régulation des télécommunications, ARTCI, de retirer son application. On a eu à travailler la solution, nous avons un peu essayé de déployer, nous avons déployé une version déjà en ligne. Nous permettons aux gens de pouvoir l'installer, de télécharger, mais nous avons juste fermé pour ne pas permettre aux gens de pouvoir faire maintenant le basculement, le temps qu'on soit en conformité et remplir certaines conditions avec l'ARTCI. Sur la question, la RTCI s'est dit ouverte à toute proposition respectant sa procédure de validation. Nous leur avons dit simplement de faire valider leur application. Vous savez qu'un développeur, je ne dis pas que c'est le cas, mais un développeur peut récupérer vos données. Alors ce sont des données personnelles. On lui demande simplement, on demande au développeur de venir se faire mettre en conformité, de venir se faire certifier. Il faut qu'on valide, disons, l'application qu'ils ont développée. C'est une très bonne chose, on les encourage d'ailleurs, mais on veut valider, ça ne prend pas du temps. En 2000, lors du premier basculement qui a vu le passage de 6 à 8 chiffres, un important bug a dérangé tout le réseau téléphonique en Côte d'Ivoire. Pour cette seconde opération, 20 ans plus tard, les opérateurs disent avoir pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité, surtout que les enjeux de ce basculement en 2021 sont énormes. Il s'agit entre autres de préparer tout le système de télécommunications pour être à niveau des évolutions technologiques, mais surtout améliorer la qualité du service. Autre point d'information, la journée mondiale des douanes est célébrée ce 26 janvier. Les douanes ivoiriennes au cœur de la chaîne logistique ont marqué cette journée de 3 termes, relance, renouveau, résilience. Ils traduisent bien la situation actuelle des administrations de douane en cette crise sanitaire. Du fait des mesures restrictives prises partout dans le monde, la mobilisation des recettes est à rude épreuve. Lanciné Bakayoko. Cessation d'activité, réduction du temps de travail, baisse des ventes et des échanges commerciaux. La crise sanitaire mondiale a eu un impact direct sur les entreprises ivoiriennes. En application du plan de riposte national initié par le gouvernement, plusieurs mesures vigoureuses ont été prises. Il s'agit
de mesures visant à faciliter le mouvement rapide des envois, traduites principalement par la main-levée immédiate des marchandises de première nécessité importées, la dématérialisation accrue des procédures de dédouanement en vue de réduire au maximum les délais de traitement, des mesures de soutien à l'économie, concrétisées par des exonérations des droits et taxes de douane, l'annulation totale des frais de dépôt sur les biens contribuant à la lutte contre la pandémie. Ces exonérations et autres annulations fiscales ont certes permis d'éviter la banqueroute à beaucoup d'entreprises, mais elles ont provoqué un manque à gagner considérable pour le trésor public. Aujourd'hui, avec l'apparition de nouveaux variants du virus, c'est désormais la stabilité économique qui se trouve menacée. Il devient donc urgent pour les douanes de doper le plan de riposte sanitaire, mais aussi d'intégrer fortement un volet relance de l'économie. Cette relance passe par l'accélération des mouvements de marchandises, y compris les fournitures médicales et les biens essentiels. Il s'agira ainsi, pour l'administration des douanes ivoiriennes, d'intensifier les initiatives en faveur de la consolidation de la chaîne logistique à travers la digitalisation accrue et de ses procédures douanières, de promouvoir des valeurs éthiques en s'engageant en faveur de la diversité et de l'inclusion. À l'issue de cette journée mondiale des douanes, 7 dirigeants de l'administration ivoirienne ont été récompensés pour leur engagement à faire face aux effets de la pandémie et leur acharnement à accroître les performances des douanes ivoiriennes. Une autre journée internationale est célébrée par la Côte d'Ivoire, c'est celle de l'éducation. Et traditionnellement, à cette journée, l'UNESCO présente son rapport mondial sur le suivi de l'éducation. Au niveau de l'éducation, on s'interroge partout dans le monde sur comment relancer et redynamiser l'éducation en prenant en compte les défis connus et la situation de pandémie. Sephora Zegui. Les effets de la Covid-19 se font sentir dans l'éducation dans le monde entier. 1,5 milliard d'élèves sont restés à la maison en 2020 du fait de cette pandémie. Ces chiffres sont extraits du rapport mondial 2020 sur le suivi de l'éducation publié par l'UNESCO à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Anne Lemestre, son représentant résident, invite les gouvernants à plus d'engagement dans l'éducation. L'éducation doit être mieux financée. Je crois qu'il y a une prise de conscience mondiale à ce sujet. C'est un bon signe. Mais elle doit être aussi mieux repensée. L'intégration des TIC dans l'éducation est devenue nécessaire, je dirais même voire incontournable. Selon le même rapport, 40% des pays les plus pauvres n'ont pas pu soutenir l'école face à cette crise sanitaire. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a fait un bond pour maintenir les élèves à l'école. Kandia Camara, la ministre de tutelle, prend acte des recommandations de l'UNESCO avant d'égrener le chapelet des actions menées par le gouvernement en faveur de l'éducation. La décision de fermer les établissements scolaires pendant 2 mois a été assortie d'un processus palliatif de mise à disposition de cours à distance. Au travers donc de diverses plateformes, aussi bien audiovisuelles que numériques, la flamme des enseignements et des apprentissages a été maintenue. Les apprenants, à défaut de cours en présentiel, ont continué de recevoir les enseignements en fonction du programme en vigueur au sein de leur niveau d'études respectifs. Les stratégies d'urgence mises en œuvre par nos services compétents nous ont permis d'atteindre l'achèvement des programmes et l'organisation efficiente des examens à grand tirage et des examens et concours pédagogiques, évitant ainsi une année blanche. Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19, c'est le thème de cette année. À travers ce thème, l'UNESCO pense que c'est le moment de faire progresser l'éducation en intensifiant la collaboration et la solidarité internationale. C'est le 3 décembre 2018 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus une résolution proclamant le 24 janvier Journée internationale de l'éducation afin de sensibiliser au rôle que joue l'éducation dans la paix et le développement. Et voilà, on voit bien des douanes à l'éducation. Il faudra s'adapter jusqu'à ce que le virus soit maîtrisé. La situation pandémique est toujours d'actualité. Voyons d'ailleurs les chiffres de l'évolution du virus en Côte d'Ivoire.
Ce 26 janvier 2021, sur 2239 échantillons prélevés, 6,3% de cas sont positifs, ce qui fait 141 nouveaux cas de Covid-19 ce jour. Des cas positifs, mais aussi des personnes guéries de la maladie. Elles sont environ 196 et à cette date sont répertoriés en Côte d'Ivoire 27 237 cas confirmés, dont 25 196 personnes sont déclarées guéries, 147 personnes malheureusement décédées. Il reste encore 1894 cas encore actifs. Le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics est toujours en vigueur. Le gouvernement ivoirien lance des travaux de renforcement du réseau hydraulique à Odiéné et ses environs. Cette localité enregistre un déficit en eau potable qui est estimé à 51%. Près de 13 milliards de francs CFA seront injectés dans ces travaux. La correspondance de F. Boué. Samesso est une localité de près de 500 âmes située à une trentaine de kilomètres de la ville d'Odiéné. L'approvisionnement en eau potable ici crée des soucis aux habitants, des pannes avec les installations actuelles et des pénuries observées en période de saison sèche. On a 2 pompes ici à la main. Bon, quand ça gâte là, on fait cotisation pour arranger. Voilà. Quand l'eau manque là, on a un problème de l'eau souvent. La période à matin actuellement, c'est cette période même pour gagner l'eau c'est difficile. Donc on va jusqu'à 3 km pour aller puiser de l'eau. Comme à Samesso, à Odiéné et environ, les ménages locaux sont confrontés à des pénuries périodiques. La seule station et les 3 forages qui alimentent la ville d'Odiéné ne répondent plus aux besoins. La production actuelle est de 1700 m3 par jour en saison sèche pour un besoin de 3500 m3 par jour. Un déficit de 1800 m3, ce qui correspond à 51% des besoins à combler. Ces tracasseries feront bientôt partie du passé. Dans exactement 24 mois, Odiéné et ses environs seront alimentés sans interruption en eau potable grâce à un vaste projet structurant lancé ce jour à Samesso par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba et le ministre de la Promotion de la Riziculture Gaoussou Touré, fils de la région. Ce projet va nous permettre de produire 8000 m3 jour qui viendra s'ajouter à la production déjà existante, ce qui permettra de garantir l'accès à l'eau potable de la population d'Odiéné et des villages environnants, exprimé au total à 90 934 000 habitants jusqu'en 2033. La vision de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable. Une vision qui réjouit les fils et filles de la région du Kabadougou. Ils sont reconnaissants. À noter que les travaux d'Odiéné qui vont coûter 13 milliards 100 millions de francs CFA seront composés de plusieurs ouvrages dont une station d'exore sur la rivière Kouroukele, des stations de traitement et de reprise, la pose d'une conduite de 31 km. Ce projet est inscrit dans le grand programme du gouvernement Eau potable pour tous. Il concerne 12 villes de l'intérieur. D'un coût global de plus de 170 milliards de francs CFA, il est financé par la Chine. Sur le plan politique, les législatives se préparent en grande pompe. Les partis politiques peaufinent leur stratégie et au RHDP, l'association des cadres du Centre pour le développement se réjouit des choix présentés et se mobilise déjà pour obtenir la majorité du Parlement. On regarde. Les cadres du grand centre réunis au sein de l'ACCD se sont retrouvés lundi à Abidjan pour faire le point des candidats retenus pour les législatives. Il y a eu les élections présidentielles qui se sont très bien déroulées au niveau national, mais dans le Vieux-Baoulé, dans la région du Vieux-Baoulé, il y a eu quand même quelques problèmes. Et là, nous devons aller donc pour les élections législatives. Aux élections donc présidentielles, notamment des partis d'opposition comme le PDCI, le FPI ont décidé de boycotter les élections. Mais cette fois-ci, pour les élections législatives, tout le monde a décidé d'aller aux élections. Nous, notre rôle était donc de faire des propositions de candidats au président du parti, en rapport avec toutes les coordinations régionales du RHDP. Et aujourd'hui, il a plu au président de retenir un certain nombre de candidats.
et qui sont derrière nous. Je voudrais donc remercier le président. Le ministre Amédée Kouakou, président de l'association, rassure quant à la volonté d'apporter une majorité confortable au parti. Tous ces candidats-là tiennent à dire merci au président de la République, ont pris des engagements. Dès cette semaine, a investi le terrain, de sorte que les résultats, au soir d'ici mars, soient donc des résultats prometteurs, parce que nous sommes convaincus que nous allons rafler la majorité des députés donc pour le compte du RHDP. Une vision que porte l'équipe ACCD. J'ai été retenu par un parti qui travaille pour le développement et ça fera partie, je prends des messages qu'on va partager avec les populations. Nous promettons au président de nous battre comme cela se doit pour remporter hautement les élections. Le président a un bilan à présenter et il s'agit pour nous de faire preuve de pédagogie et d'être patient et aller partout pour pouvoir rencontrer la jeunesse, rencontrer la chefferie, les chefs de communauté, les femmes, pour pouvoir donc expliquer donc, les différents aspects du programme qui touchent et qui toucheront leur quotidien. Les législatives en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 6 mars prochain. Voilà, c'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. Un mot de culture à présent sur la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. La mémoire des pionnières à la Thérèse et Marie-Rose Guiraud a été honorée au cours de la célébration. C'est un acte pour marquer la reconnaissance du monde pour ces femmes qui ont promu la culture africaine de leur vivant. Eugène Atoubé. Le spectacle était au rendez-vous, prestation de balafoni. Représentation des danses des régions de Côte d'Ivoire par l'école de danse de feu Marie-Rose Guiraud. Les artistes tradis modernes dont la tigresse Sidonie dans sa verve habituelle. Moment d'illustration de la culture africaine durant lequel le public du Palais de la Culture n'a pas boudé son plaisir. La Soka Gakkai International, organisatrice de la Journée mondiale de la culture africaine, estime qu'avec cette journée décrétée par l'UNESCO, le moment est venu de tirer de la culture africaine tous les avantages qu'elle offre. Notre maître spirituel, depuis les années 60, a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique et de la femme. Chaque année, nous allons célébrer cette journée pour montrer à l'humanité tout entière que l'Afrique, comme l'a dit le professeur Diabaté, dont nous avons exposé la science et l'indicamétrie, l'Afrique est 3 fois mère. Elle est mère de l'humanité, elle est mère de la culture et elle est mère de la science. Et donc, pour cela, nous avons l'ultime devoir de réveiller l'humanité tout entière à ces 3 valeurs incontournables pour le développement de l'humanité. La célébration de la culture africaine se veut l'expression de la valorisation du continent africain, sa défense et l'illustration de ses talents et célébrités. Hommage a été rendu au feu à la Thérèse, chansonnière et icône de la musique ivoirienne, et Rose-Marie Guiraud, chorégraphe de dimension internationale et fierté nationale pour leur contribution inestimable à la culture africaine. Elles sont, selon André Deyazon, de la Soka Gakkai International, des modèles dont la postérité doit s'inspirer pour porter haut la culture africaine. Bien que nos parents soient morts, mais ils n'ont pas été oubliés à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont produit comme œuvre artistique. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Mon très bon souvenir d'elle, c'est qu'elle travaille beaucoup pour l'art parce qu'elle avait ces dons de créer. La Soka Gakkai International, ou communauté bouddhiste, se propose d'organiser chaque année diverses manifestations pour détecter les talents et valoriser les célébrités issues de divers domaines de la culture. La voie, selon André Deyazon, pour que la culture africaine retrouve tout son lustre afin que l'humanité se porte mieux. Voilà une belle célébration de la culture. Nous passons à l'actualité hors de notre pays, au Mali. Une délégation ministérielle effectuait hier une visite à Kidal, dans le nord du pays, une visite symbolique visant à faire avancer le processus de paix et toutes les parties seraient d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Et rappelons que la ville de Kidal est le fief de la coordination des mouvements de la Zawa, de la CMA. Elle est la principale coalition d'anciens rebelles indépendantistes Touareg.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal sur RTI 1. Bonsoir chez vous.